à tous, bienvenue dans Parlons d'Europe. Cette semaine sera encore consacrée évidemment à la crise que nous traversons. Donc mon invité est Pierre-Yves Monjal. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour Donc Christine. tout le monde vous connaît, vous êtes professeur de droit de l'Union européenne à l'Université de Tours et aujourd'hui nous allons parler de l'UE. Est-ce qu'elle en fait assez? Est-ce qu'elle en fait pas assez? Si je lis les titres de la presse, une certaine partie de la presse, ce qu'on lit un peu partout sur Internet en ce moment, l'UE n'est pas présente, l'UE ne fait rien, l'UE n'est pas au rendez-vous, enfin tout va mal. On est si mauvais que ça? Elle est si mauvaise? On est si mauvais que ça, c'est effectivement une question que l'on pourrait se poser, tant je crois que vis-à-vis du reste du monde et vis-à-vis des citoyens, vis-à-vis de l'opinion publique, l'Union européenne ne donne pas, enfin semble ne pas donner une image très active, très positive pour aider les États, pour donner ou montrer une image solidaire. Et c'est vrai que l'Union européenne, mais c'est qui au juste, que Bruxelles, comme on dit, mais c'est qui au juste, ne semble pas en faire énormément. Et ce qui contrarie l'opinion publique, comme je l'indiquais à l'instant. Et il est vrai aussi que certains journalistes, certains médias tapent très fort, très court sur l'Union européenne. Et pour l'anecdote, pas plus tard qu'il y a, comme on dit, à peine une heure, j'espère qu'il m'écoutera, j'ai un de mes collègues de la faculté de droit qui n'est pas spécialiste de l'Union européenne, avec lequel j'ai eu une conversation et qui s'émouvait complètement de la situation et remettait en cause l'Union européenne, etc. Je ne crois pas que l'Union européenne soit si mauvaise que cela si on retient, me semble-t-il, deux éléments importants. Quand on parle de l'Union européenne, de qui parle-t-on? Parle-t-on? Mm. Premièrement, j'y reviens dans un instant. Et quand on parle de l'Union européenne, n'oublions pas que c'est 450 millions de citoyens et 27 États. C'est-à-dire qu'on est plus nombreux que les États-Unis. Donc, sur le premier point, quand on parle de l'Union européenne, on va dire Bruxelles par-ci, l'Europe ne fait pas ça par-là, etc. Mais non, l'Union européenne, c'est la réunion de ses États membres. Mm. Si l'Union européenne ne prend pas à Bruxelles, comme on dit, les décisions, il y a deux éléments. Un, il n'est pas certain que l'Union européenne, d'ailleurs c'est certain, en matière sanitaire, elle n'a pas les pouvoirs, elle n'a pas les compétences pour Voilà, encadrer. la question que j'allais poser, c'est est-ce qu'elle a les Elle compétences? n'a pas les compétences pour lutter contre le coronavirus. Ce n'est pas son domaine de compétence. La politique sanitaire ou la compétence sanitaire, c'est une compétence des États. Alors ça relève d'un champ de compétences qu'on appelle les compétences d'appui et de coordination, mais clairement, l'Union européenne ne peut pas intervenir dans un volet qui concerne les États. Premièrement. Ça, c'est, je pense, très important de Ah ben, de le rappeler. Parce que du coup, quand on dit que l'Union ne fait rien, finalement, ce qu'on entend derrière, c'est on voudrait que l'Union ah, ait des alors, compétences. eh ben alors là, c'était justement la discussion avec la conclusion de la discussion que j'ai eu avec mon collègue. On voudrait que l'Europe fasse. Bon, Mm. premièrement. Deuxièmement, quand on dit Bruxelles, alors Bruxelles c'est la Commission, mais la Commission n'a pas tous les pouvoirs. Et peut-être qu'on regretterait qu'elle n'ait pas, entre Qu'elle ne guillemets, les ait pas, oui. ou qu'elle ne les ait pas. Qui va décider? Le Parlement européen. Il va quand même falloir organiser, mettre un petit peu de temps parce qu'on est 27, et puis qu'il y a 751 représentants. Alors on trouve un mode de fonctionnement qui réunit que les présidents de groupe, je passe là-dessus. Et d'autre part, c'est le Conseil des ministres, c'est-à-dire nos ministres. Et au niveau du dessus, nos chefs d'État ou de gouvernement en Conseil européen. Et bien, écoutez, je vais vous dire, d'abord, ils ont pris des décisions. Je vais en citer quelques-unes dans un instant. Et vous allez voir très rapidement, de manière extrêmement réactive. Et d'autre part, le Conseil européen et le Conseil des ministres ne sont pas en train, pardon l'expression, de chômer. Ils se réunissent extrêmement souvent et les mesures d'aide financière, de passation de marché pour commander des masques, etc., de facilitation financière, de déblocage de fonds à hauteur de plusieurs milliards pour permettre de compenser les pertes, de suspension des fameux critères de Maastricht, toutes ces mesures ont été prises. Et le plus important aussi, c'est de continuer de maintenir, dans la mesure du possible, les règles, on en parlait la semaine dernière,
relative à la libre circulation des marchandises, des personnes, des services. Et heureusement qu'on a l'Union, j'en parlerai plus tard, parce que les malades qui sont transportés dans d'autres hôpitaux, c'est bien possible, c'est rendu possible précisément parce qu'on a l'Union européenne. une Et c'est union. d'ailleurs, il me semble quand même que c'est l'Union européenne qui a œuvré pour le rapatriement des Européens qui étaient coincés à l'extérieur de Bien l'Union. entendu, Hein, il me semble bien hein, que ce sont c'est. des décisions qui ont été coordonnées parce que dans les compétences de l'UE et précisément de la Commission, dans le cadre également des compétences du Service européen de l'action extérieure, il s'agit de protéger les citoyens européens de l'Union européenne qui sont, enfin, citoyens européens, pour des raisons diverses dans tel ou tel État membre. Il a fallu trouver des mesures de coordination au moins protectrices au niveau européen minimal pour permettre le rapatriement. C'est tout à fait juste. En fait, en vous écoutant, je me dis, les gens, en fait, voudraient que l'Union européenne déclare un état d'urgence au niveau de l'Union. Est-ce que c'est Alors, possible? non, l'Union Non, européenne n'a pas une d'accord. base juridique pour déclarer un état d'urgence. Alors, euh, oui et non. Par exemple, rappelez-vous de l'affaire de la vache folle. C'est Oui. la Commission européenne qui avait pris un certain nombre de mesures et contrôlé tout l'embargo, sachant quand même qu'au départ, c'est les États, et notamment la France, qui avaient dit là, il y a un vrai problème. Et donc, la Commission avait adopté tout un cadre juridique de protection sanitaire pour éviter la propagation du prion. Mais c'était lié aux compétences agricoles, aux Et c'est compétences voilà, agricoles. alors, aux compétences agricoles, tout à fait, et puis à la question de la libre circulation des marchandises. On ne peut Mm. pas circuler librement des produits, j'allais dire défectueux, ou des produits qui sont empoisonnés. Alors, je me suis quand même amusé, entre guillemets, à faire un petit état des lieux, et je vais vous simplement, c'est une sorte d'inventaire à l'après-vert, vous dire un petit peu ce qui a été pris dans le cadre des décisions européennes. Alors, je ne vous dis pas à chaque fois si c'est la Commission, si c'est le Conseil général, c'est la Commission, mais aussi le Parlement européen. Et alors, ce serait peut-être intéressant d'ailleurs de le mettre sur le site de la Maison de l'Europe. 28 janvier 2020, il y a 4 cas, alors théoriquement, qui sont véritablement recensés, ça devait sans doute être en Italie. La activation du mécanisme de réaction de l'Union européenne en cas de crise. 31 janvier, 17 cas, envoi de 12 tonnes d'équipements de protection en Chine. 1er février, 21 cas, mobilisation de 10 millions d'euros pour la recherche contre le virus dans le cadre du programme Horizon 2020, dont d'ailleurs l'Université de Tours a candidaté et va sans doute bénéficier. 24 février, annonce un soutien financier de 232 millions d'euros pour l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, La santé. des pays partenaires en Afrique et en Chine. 2 mars, passage à l'activation totale du dispositif de crise. On parlait d'aide d'urgence, on met simplement en place un dispositif de crise. Mobilisation de 37 millions d'euros le 6 mars pour la recherche de vaccins. 10 mars, bon, il y a 14 800 cas avérés en Europe. Levée de l'obligation qui incombe aux compagnies aériennes d'utiliser leurs créneaux aéroportuaires. Bon, déblocage de 120 milliards d'euros par la Banque centrale européenne pour des rachats d'actifs pour les États qui vont en Oui. déficit. Alors, quand on voit ça, on est quand même frappé du fait Les jours, que finalement l'UE a réagi très tôt. tous les jours, très tôt, tous les jours, vous avez des décisions et pas les moindres, dont la décision la plus emblématique qui a consisté à geler les fameux critères de De Maastricht. Maastricht, oui. Bon, d'abord, ils n'ont jamais été respectés à part 4 ou 5 États, dont l'Allemagne, il est vrai. Les pays baltes, Les Pays-Bas, c'est possible. hein, Les Pays-Bas, je me demande s'ils ne sont pas en situation d'excédent budgétaire, contrairement à nous, mais effectivement, les Pays-Bas. Et les déficits, nous, en France, ont littéralement explosé. Et souvenez-vous, Emmanuel Macron, qui disait il y a quelques mois, de toute façon, il va falloir arrêter de se soumettre à ces critères. D'abord, on ne les respecte plus. Grosso modo, c'est de la vieille mécanique économique à l'européenne. Alors, ça voulait dire quoi? Est-ce que ça veut dire que la France voulait s'exonérer de ses obligations qu'elle n'a jamais tenues? Ou est-ce que déjà on ne sentait pas venir, alors vous avez trouvé ça très complotiste, mais on était en octobre-novembre, hein, un probable, comment dirais-je, dégât économique lié au virus, parce que ça commençait à, en Chine, bouger réellement, sérieusement, et qu'on s'est dit, si en Europe et si en France notamment, on est secoué par une telle situation, il faudra bien que l'on paye. déjà en octobre, parce que quand même en Chine, ça a vraiment Ça a commencé commencé en fin alors, novembre. officiellement, Oui, officiellement, oui. décembre,
On pense que ça a commencé fin septembre, début octobre. Mais là aussi, bon, je faut vraiment se méfier des Oui, informations que l'on a, très contradictoires. oui, Là, parce qu'en plus, comme les Chinois, il faut dire les choses comme elles sont, ne nous disent que ce qu'ils veulent bien dire. je partage. Quand on regarde les cartes, hein, c'est frappant. Là, c'est ma casquette d'historienne, mais c'est la Chine des Han, hein, qui Oui, est touchée. Et comme par hasard, il n'y a personne de touché dans les provinces périphériques ouïghours, tibétaines. Donc, personne le mensonge d'État, il est quand même très fort, hein. personne Donc, le fait, évidemment. et l'UE. Donc, finalement, quand on écoute ce que vous êtes en train de nous dire, l'UE a réagi. Elle réagit aussi avec un budget très limité parce que elle a quand même la discussion sur le budget, elle a eu lieu il n'y a pas longtemps et on a bien vu que c'était un sujet compliqué. Donc, on a un budget quand même faible par rapport à ce qu'on pourrait avoir. Et donc, finalement, tout ce qu'on demande, c'est plus d'UE. C'est plus du E. On peut le comprendre implicitement comme ça. Vous parlez du budget, bah, encore une fois, les chiffres sont terrifiants, hein. 165 milliards d'euros pour l'Union européenne, c'est 450 millions de citoyens et c'est 27 États. Le budget de la défense américaine, c'est 800 milliards d'euros. Le budget de la défense américaine. Oui, on ne joue pas dans la même cour là. Et non, on ne joue pas dans la même cour. Donc les États peuvent pleurer autant qu'ils veulent, mais cette Union européenne est dépourvue de moyens financiers, dépourvue de compétences juridiques, et il ne faut quand même pas sous-estimer les services de la Commission européenne, y compris d'ailleurs les fonctionnaires, les représentants des États qui sont en Conseil des ministres ou en Conseil européen, qui, croyez-moi, font le maximum dans le cadre juridique très complexe, il est vrai, de l'Union européenne, pour venir en aide aux États, pour mettre en œuvre les compétences qui relèvent de l'Union européenne, qu'elles soient juridiques et qu'elles soient financières. Tout le monde est très responsable dans ces moments-là. Alors on peut trouver sans doute beaucoup de, j'arrive plus à trouver le terme, de boucs émissaires. Et l'Union européenne fabrique un magnifique État, mais sans doute qu'il faudra un petit peu voir les choix politiques étatiques. Bon, ben, cette émission est finie. Merci beaucoup, Pierre-Yves. Et puis, on se retrouve très vite pour une prochaine émission, sans doute consacrée à ce sujet, à un sujet périphérique du même ordre. À bientôt et à tout le monde, portez-vous bien pendant cette période difficile. Merci beaucoup. À bientôt, Au Christine. revoir.